Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc on est première présentation là sur cette salle Libday aujourd'hui qui va commencer avec un sujet un petit peu, faire un petit point sur la filière avec Philippe qui va nous présenter quelques chiffres pour le Conseil national du logiciel libre. Et ensuite on va faire un focus avec pas mal d'intervenants là. On va essayer de tous rentrer sur l'estrade sur le sujet des logiciels de caisse et les nouvelles réglementations en 2018 qui posent des problématiques notamment dans le monde du logiciel libre pour des notions justement de certification. Au niveau, on a un vidéoprojecteur un peu particulier qu'on va changer à la pause, mais donc en attendant, faudra peut-être froncer un peu les sourcils. Je vais donc vous présenter quand même tous les intervenants là de ce matin. Donc Philippe Montargès pour Conseil national du logiciel libre et Alterway qui va nous parler un petit peu des chiffres de la filière, qui passera ensuite la main à Étienne Gonu de l'April, qui nous parlera justement des actions de l'April, notamment sur la partie logiciel de caisse. Et ensuite, on aura le témoignage de But avec l'intégrateur OpenBravo qui s'appelle Fidias et qui nous parleront d'un cas réel et d'une intégration chez But du logiciel OpenBravo qui, si vous avez bien suivi, gère notamment la partie point of sale. Je vais te passer du coup la parole à Philippe sur la partie CNLL. Hop. Tu as même un petit clicker. Ok, mais merci. Bonjour à tous d'abord. Merci Sébastien de m'avoir invité ici à Marseille, puisque je suis venu de Paris pour cette intervention. Et au nom du CNLL, alors je me présente rapidement, je suis Philippe Montargès, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Alterway, qui est un opérateur de services de plateforme web open source, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, créé il y a 10 ans, 150 personnes, et qui se développe un peu partout. Je suis aussi donc, c'est pour ça que je suis essentiellement là, le co-président avec Stéphane Fermigier du CNLL. Alors le CNLL, nous avons changé son acronyme, sa baseline, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique slide. Le CNLL, c'est les entreprises du numérique ouvert. Historiquement, le CNLL était baptisé Conseil national du logiciel libre. Je vais revenir un petit peu sur cette évolution. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question tout de suite. Je vais voir comment ça marche. Voilà. Le CNLL Kesago. Pour beaucoup de gens, la particularité de notre filière, de notre écosystème dans le logiciel libre, dans l'open source, c'est quand même la multiplicité des associations, la multiplicité d'organisations, certaines je dirais, orientées vers les valeurs, vers les usagers, vers l'usage, d'autres, comme le CNLL, orientées plus vers le monde économique et les entreprises. Et je voulais profiter de cette occasion pour rappeler un petit peu quel est un petit peu l'objectif du CNLL, à quoi ça correspond. Et en fait, on pourrait se demander, et moi ce qui m'interpelle un petit peu en étant ici, c'est qu'au-dessus et partout là dans cet événement magnifique qu'est le DevOps Day à Marseille, qui montre un rayonnement certain du numérique, du DevOps, de l'open source. L'open source est présent, mais ici dans la salle, il n'y a pas trop de présence. Ça m'interpelle un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que l'open source a gagné et qu'il n'y a plus de sujets? Est-ce que le logiciel libre a gagné sa bataille et il n'y a plus de sujets sur le plan économique pour qu'effectivement ça intéresse des gens? Ou est-ce que parce que l'open source étant le mainstream, étant devenu un mainstream, étant à l'origine de la plupart des innovations dans l'IoT, dans le big data, dans le cloud, dans la mobilité, dans l'IA même, on ne parle plus d'open source, on ne parle plus de logiciel libre. On ne parle plus comme on en parlait il y a 10 ans. Et moi ça m'interpelle. Et moi je reste persuadé qu'il y a quand même un caractère spécifique à notre filière économique, qui est le logiciel libre et l'open source. Il y a un caractère endémique à notre existence. Nous avons une réalité économique qui est indéniable, j'y reviendrai, mais on a surtout besoin de rendre lisible ce qu'apporte le logiciel libre et l'open source à la création de valeur dans le numérique qui se construit. On parle partout de digital, on parle partout de numérique, ça touche toutes les applications, tous les domaines de la vie. La société se digitalise,
Et paradoxalement, quand on parle d'algorithmes, quand on parle de données, quand on parle de confidentialité, plus personne n'est là. Il y a l'April qui est présent, qui défend ces valeurs-là, les valeurs de fond du logiciel libre et l'open source. Il y a d'autres associations qui le défendent, là, du LAC, il y a des gens comme ça. Nous, entrepreneurs de l'open source, puisque c'est ça le sens premier du CNL, c'est qu'on est des entrepreneurs, des entreprises qui travaillent essentiellement à 100% ou presque sur un modèle qui embarque de près ou de loin des composants open source. Et le CNLL se structure actuellement, c'est un peu le sujet, se structure actuellement pour montrer que dans ce monde où les GAFA représentent maintenant 80% de la consommation Internet, où l'accès, je dirais, les GAFA sont construits sur de l'open source pour beaucoup, mais puis finalement ils sont en train de le reprivatiser, entre guillemets, pour monétiser. L'open source, c'est aussi, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on voit ici présent, c'est que c'est d'abord une source d'innovation. C'est ça qui fait que ça s'est créé effectivement, ça a créé, je dirais, le monde numérique ouvert tel qu'il est actuellement dans le web. C'est une source d'innovation qui est vraiment forte et on a besoin, je pense, de constituer une filière qui rassemble tous les acteurs, les grands intégrateurs, les grands éditeurs qui viennent à l'open source. On voit que Azure, on voit que Microsoft aussi lance une stratégie open source, on voit que Oracle a des mots open source, IBM a des mots open source, tous les grands acteurs de l'IT se mettent à l'open source. Et paradoxalement, les acteurs originaux ou ceux qui font au quotidien l'open source et le libre sont moins présents. D'où le CNL. Les enjeux, ils sont nombreux, c'est pour ça que je chantais. Ils sont nombreux parce qu'effectivement, c'est un secteur qui est en plein boom. L'économie qui est faite sur la base de logiciels libres et d'open source, sur la base de la dernière étude qui remonte à 2015, et j'y viendrai enfin tout à l'heure, on relance l'étude pour 2015, 2017, 2022. On voit que sur le slide de gauche, vous avez en petit, si vous arrivez à lire, un marché qui est estimé, en taille de marché, qui était estimé en France à 4 milliards d'euros de revenus. On était sur une projection, on verra si la prochaine étude qui sortira et qui sera publiée au moment du Paris Open Source Summit qui aura lieu le 6 décembre, une tendance à 6 milliards d'euros, une croissance moyenne des entreprises qui travaillent dans le secteur de pas loin de 10% par an, avec, sur le slide du milieu, sur la petite carré du milieu, un emploi direct ou indirect qui est lié à l'utilisation de composants libres ou open source qui représentent 50 000 personnes, et avec, c'est le côté à droite, pour la plupart des acteurs qui travaillent dans cette filière-là, 72% d'entre eux consacrent plus de 10% de leurs revenus à de la R&D. C'est ça la réalité, et il y a une réalité qui est forte et qui est souvent méconnue. Et moi, avec Sébastien, avec tous les gens qui sont dans le CNLL, on veut que cette réalité soit montrée, parce que il est vital que cette filière-là continue à exister, puisqu'elle est à l'origine, à la matrice de la plupart des innovations qui se mettent en place. Et si on ne la met pas en valeur, on risque d'avoir ce phénomène de reprivatisation de ce qui est issu de cette filière qui se perd de manière plus vite. Alors, on a effectivement sur le CNLL je ne vais pas revenir en arrière là. Ah, si, c'est bon. Le CNLL, c'est quoi? C'est effectivement à l'origine, et c'est en train d'évoluer, le regroupement de 12 associations, de 12 clusters régionaux, en France partout. Libertis pour la région ici, voilà. Alliance Libre dans la région Grand Ouest, Solibre pour la région de Toulouse, Pôle Nord pour la région du Nord. Voilà, je ne veux pas tous les citer, mais il y a beaucoup des 12 clusters qui sont réunis, qui sont fédérés au sein d'une organisation qui s'appelle le CNL, pour un numérique ouvert. Et on s'est défini ensemble un certain nombre de missions, de priorités de chantier. Et effectivement, les chantiers, les priorités qu'on se définit, c'est effectivement, on est persuadé que l'open source, le libre, c'est
le facteur numéro 1 d'une innovation ouverte, c'est-à-dire accessible à tout le monde, sur laquelle qui permet à tout le monde d'accéder rapidement à l'innovation, de lancer des projets de manière assez rapide. Il ne faut pas l'oublier, et ça c'est la grande caractéristique des membres du CNLL, ce sont le développement de services de proximité. Et ça, c'est un enjeu qui est fort dans ce monde digitalisé où, effectivement, on a des GAFA partout, on a des mastodontes assez impersonnels. Les entreprises du secteur qui travaillent sur du logiciel libre et de l'open source sont des entreprises de proximité. Là, je vois qu'il y a notre ami Atreal qui travaille effectivement de manière très proximée avec les acteurs locaux. C'est essentiellement ça. La taille moyenne, d'ailleurs, des membres du CNLL, la taille moyenne du chiffre d'affaires des membres du CNLL se situe aux alentours de 2,5 millions, 3 millions d'euros. Donc ce sont des entreprises, des PME innovantes dans le numérique, dont le business se fait effectivement sur la base de logiciels libres et de composants open source. On s'inscrit dans une démarche de développement durable dans le numérique. Ce n'est pas un vain mot, ça veut dire qu'effectivement ça correspond à une tendance de fond de notre société. Et je reviens au sujet de tout à l'heure, c'est effectivement vital d'avoir ce souci-là. C'est pas uniquement dans une démarche philanthropique, et ça on y souscrit volontiers, mais c'est dans une démarche où on sait très bien que ce qui a fait la réussite de l'open source, du logiciel libre, c'est l'intelligence collective, c'est la capacité à produire, à concevoir et fabriquer du logiciel de manière durable, qui peut être accessible par tout le monde, qui peut être réinternalisé facilement dans les entreprises. Donc c'est ça qui est important, qui est vital pour construire un monde numérique qui soit le plus, j'allais dire, périn et confortable possible pour ceux qui vont l'utiliser. Il y a une réalité qui est forte aussi, c'est que les PME, les entreprises, les acteurs du logiciel libre et de l'open source, avant on disait qu'ils travaillaient beaucoup que pour le B2B. La grande orientation qu'on a actuellement, c'est que les acteurs de l'open source travaillent en B2B, 2C. De plus en plus, on fabrique des applications, des sites, des plateformes, des applis qui sont à utilisation finale. Et donc, il faut vraiment que nous soyons au cœur de ce qui se fabrique là-dedans. Bien sûr, un des enjeux, c'est le quatrième point, c'est les standards ouverts. Et ça, on s'était bagarré fortement à côté de l'April pour notamment le RJE V2 qui avait été finalement adopté en début d'année. On se bagarre beaucoup depuis l'origine au niveau du CNL sur tout ce qui est emploi et formation, parce que ce qui est vital, c'est de ne pas fabriquer des jeunes diplômés qui soient des pouces-boutons, qui soient des utilisateurs de logiciels sans savoir effectivement ce qu'il y a derrière. Et on pense qu'une formation initiale, une formation secondaire, une formation supérieure avec des cursus open source est vitale pour effectivement avoir cette maîtrise à long terme, d'avoir des ingénieurs, d'avoir des développeurs qui soient effectivement formés et l'utilisation de logiciels libres et d'open source devrait être un basique dans la formation de tous les développeurs, de tous les ingénieurs qu'on a actuellement, dont on a besoin actuellement. Il est quand même paradoxal d'aller chercher maintenant à l'étranger des développeurs qui développent en libre, alors qu'en France, il y a très peu de cursus. Il y a l'Open Source School qui s'est mis en place depuis quelques années, mais on voit qu'il y a très très peu de cursus encore qui intègrent complètement les formations open source et libre. Et puis le dernier point sur lequel on est combatif, et là avec d'autres associations, c'est effectivement tout ce qui est les problèmes autour de la confiance numérique, tout ce qui est les problématiques autour de la loyauté numérique, tout ce qui est, je dirais d'une manière générale, les sujets autour de l'éthique. La confiance numérique, c'est un point qui est important. Je vais y raccrocher de manière indirecte un sujet sur lequel on est avec l'April aussi, mais avec d'autres, sur un combat qu'on mène notamment sur le sujet des contrats open bar, par exemple, qu'il peut y avoir de certains ministères avec le ministère de la Défense, pour ne pas le nommer. On voit que c'est un dossier qui progresse, qui évolue, il y a des sénateurs qui s'en emparent, ça commence à monter. Mais tout ça, ça fait partie des priorités qu'on peut avoir aussi, en tant qu'entrepreneur. Là, je me situe bien en tant qu'entrepreneur aussi, parce que ce n'est pas neutre du tout pour nous. Voilà, donc on est tous ensemble au sein de ce CNLL, 300 entreprises, un peu plus même. La grande évolution qu'on met en place, c'est effectivement qu'on se restructure, on s'appuie toujours sur ces clusters, mais on met en place depuis maintenant l'été dernier, c'est ça Sébastien, un système d'adhésion directe pour les entreprises qui veulent nous rejoindre, qui ne sont pas forcément localisées dans telle ou telle région, pour des acteurs nationaux, des acteurs un peu plus importants,
pour qu'ils puissent avoir un mécanisme d'adhésion directe au CNLL. Le CNLL est partenaire dans ses plans d'action de plusieurs événements majeurs qui contribuent à faire qu'il y a un rayonnement de cette filière française, du libre et de l'open source. Et partenaire privilégié depuis l'origine de l'Open World Forum Solutions Linux, maintenant fédéré dans un événement qui s'appelle le Paris Open Source Summit, j'y reviendrai, de la Student Demo Cup, qui est un concours de projets étudiants à destination des étudiants pour répondre à ce sujet de rendre attractif notre filière. On a mis en place un concours de projets innovants étudiants, et je réitère mon appel à si dans vos contacts, vos réseaux, vous avez des étudiants qui ont des projets qui peuvent s'appuyer sur des composants open source, pas que sur la techno. Ça peut être des projets d'usage, ça peut être des projets sociaux, mais qui s'appuient sur une démarche de type open source. Ils peuvent participer à ce concours-là, qui aura lieu, dont la finale aura lieu le 6 décembre 2017 à Paris. Le CNLL est partenaire, bien sûr, depuis l'origine de l'Open Source School, qui est un cursus mis en place avec Smile autour de l'Open Source School, autour de filières 100% open source, et puis des rencontres régionales du logiciel libre qui ont lieu dans chaque cluster au niveau régional. On ne travaille pas seul, parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations, et un des défauts que moi j'ai entendu quand il y a 10 ans je suis arrivé sur le secteur, c'est de dire « Ah ben vous, dans le livre, dans le logiciel libre, vous êtes un peu les villages gaulois, vous défendez les valeurs, vous êtes recroquevillés sous vous-même. » Non, si on veut faire en sorte qu'il y ait un numérique ouvert, que c'est une réalité économique, qu'il y ait une réalité culturelle, il faut travailler avec d'autres personnes. Donc on est amené à travailler d'une part avec d'autres organisations. Sur le plan, là je parle des entreprises, avec le Syntec numérique dont on est partenaire, avec le Conseil national du numérique qu'on alimente en réflexion par rapport aux problématiques de l'open source dans les différentes thématiques qu'il peut y avoir, sécurité, les fichiers tests il y a quelques temps et tous ces trucs-là, donc c'est des sujets sur lesquels on est. Et avec le SIGREF, qui est l'association des DSI des grands comptes, des grands utilisateurs, des grandes entreprises, parce qu'effectivement il y a un devoir aussi là-dessus de faire connaître un petit peu nos positions. Je finirai juste, on travaille aussi, et c'est un des enjeux qu'on va avoir cette année, dans le cadre de Paris Open Source Summit, qui aura lieu le 6 et 7 décembre, et auquel je vous invite bien sûr à venir, mais il y aura 5-6 000 personnes, ça va être un beau programme, d'ailleurs réalisé en partie par Jonathan Clark, qui est de Ruder, qui est présent ici, avec le président de programme, qui est Pierre Baudraco, qui est le patron d'une entreprise française qui s'appelle BlueMind, qui est une messagerie collaborative open source. Donc programme auquel je vous invite à participer. Nous réitérons la mise à jour pour revenir aux chiffres, parce que c'est important pour une organisation professionnelle de produire des chiffres par rapport au pouvoir public, par rapport aux investisseurs, par rapport aux autres acteurs économiques, d'avoir des chiffres qui sont en permanence réactualisés. Nous avons relancé l'enquête du CNLL avec le Syntec et avec Systématique, l'impact du logiciel libre et de l'open source en France 2017-2020, qui est un questionnaire que vous pouvez joindre sur tous les sites, notamment celui du CNLL, et auquel je vous invite à répondre, que vous soyez entrepreneur dans une entreprise ou que vous soyez utilisateur du logiciel libre et de l'open source. Dernier point, et je vais finir là, parce qu'il était long. Nous avons aussi une démarche européenne. Je parlais de village gaulois, mais là, on est convaincus qu'il faut travailler avec les autres associations du livre, d'entrepreneurs du livre en Allemagne. On a des liens avec l'OSBA. Et en Espagne actuellement, j'ai plus le nom de l'association, ça ne me revient plus, mais voilà, on travaille. Ils sont présents au Paris Open Source Summit du 6 décembre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis j'espère surtout, n'hésitez pas, si vous êtes entreprise ou en voie de création d'entreprise, à venir nous rejoindre et adhérer au CNLL. Merci. Merci beaucoup Philippe, et donc tu as pu nous parler un petit peu des enjeux du libre globalement au niveau de la filière. Je vais appeler Étienne qui va introduire un peu un des enjeux là plus particulièrement qui va être traité là sur la fin de la conférence, qui est le sujet des logiciels libres de caisse et travaux. Donc Étienne de l'association de promotion et de recherche en informatique l'April, je te passe le micro. Bonjour, donc voilà, Étienne Gonu, moi je suis chargé de mission affaires publiques, c'est mon poste spécifique à l'April.
donc l'April, promotion et défense du logiciel libre. Le nom a évolué, alors je ne sais plus exactement quand. L'April qui a fêté ses 20 ans d'ailleurs l'année dernière. Association de 4100 membres, 400 personnes morales, essentiellement entreprises et collectivités. En parlant de membres, d'ailleurs, on a basé sur, et ça c'est très important même pour notre action, sur un mode de financement exclusivement ou quasi exclusivement basé sur les cotisations. Et ça nous permet de garantir notre indépendance, notamment politiquement. Des cotisations plafonnées aussi, sur qu'on ne dépend pas d'un seul cotisant. Et donc une indépendance politique du niveau au point de vue financement, qui nous permet maintenant, on revient de passer à 4 salariés, donc Frédéric Couchet qui est le délégué général et fondateur de l'April, qui regrette de ne pas être là, qui transmet ses salutations à toutes les personnes qu'il connaît, moi-même donc pour l'aspect institutionnel. Ma collègue Isabelle Valeni qui s'occupait en fait l'April a vraiment 2 pans, le côté institutionnel qui est caractériellement plus le côté défense et le côté promotion, donc création de documents de sensibilisation, tenue de stand et beaucoup d'autres aspects. Et donc c'est ma collègue qui s'occupe de ça. Elle pourra mettre d'ailleurs, on va pouvoir renforcer aussi cet aspect-là par l'arrivée récente d'une nouvelle collaboratrice qui va s'occuper plus spécifiquement des aspects administratifs. Donc on est vraiment une association à vocation militante et politique. Là, donc, on s'inscrit dans une logique typiquement que les libertés informatiques, le logiciel libre dans une société de plus en plus informatisée est une condition essentielle pour l'expression de la plupart des libertés fondamentales, typiquement la liberté d'expression par exemple. Ce que Richard Stallman aime définir comme le logiciel libre étant l'incarnation de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'est quelque chose qu'il aime bien répéter, mais je trouve que ça représente assez bien finalement le message qu'on porte. Donc le logiciel libre, dans ce point de vue-là, pour rebondir sur le propos de Philippe qui parlait beaucoup d'innovation, c'est en fait une certaine vision, selon nous, de l'innovation, de la technologie, basée sur l'ouverture, la collaboration, le partage, de partir finalement des besoins des utilisateurs, des besoins des citoyens, des collectivités, des entreprises, de partir des besoins pour développer des outils, plutôt que de plaquer des outils qui vont conditionner les usages, par code ISLO, de certaine manière. Donc ça, on l'exprime, nous, dans nos actions institutionnelles. Donc, je vais en parler ensuite, ça puisse s'exprimer de manière plus précise sur le dispositif de lutte contre la fraude et question des logiciels de caisse. Donc, on l'exprime notamment, donc on a un pacte logiciel libre qu'on appelle les candidats puis les élus à signer pour marquer leur engagement et donner une visibilité symbolique à ce que nous défendons. La priorité au logiciel libre, ça on a pu le défendre, donc on a posé une priorité au logiciel libre et au format ouvert, et c'est important de le préciser, dans les administrations et collectivités publiques. Typiquement de dire que finalement, c'est pas d'imposer, comme on entend souvent, c'est finalement d'amener un choix raisonné pour les administrations, lorsqu'elles ont besoin de faire évoluer leur système d'information, de prendre en compte en fait les libertés informatiques, les licences. C'est juste ça répond à des besoins finalement assez logiques. On peut penser que l'accès au code source, la capacité de le modifier, le logiciel à leurs propres besoins, soit en interne, soit d'aller finalement chercher les compétences en externe, donc de faire vivre aussi l'économie plus souvent locale, la capacité de mutualisation, etc. On sait que c'est possible de le faire de ce point de vue-là. Le Conseil d'État a validé, parce qu'on nous dit, c'est pas on nous rétorquait pendant le projet de loi République numérique que c'était pas possible. Le Conseil d'État a dit si c'est possible, le logiciel libre, en 2011 il le disait, le logiciel libre par ses qualités intrinsèques permet à quiconque de venir, comme vous savez tous, de proposer ses compétences. Donc en fait, c'est garant de concurrence, c'est garantie d'égalité, d'ouverture, etc. Et puis bien sûr, les vertus en termes de mutualisation d'investissement. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de tout ça. Alors, ce qui est sorti de la loi, certains le savent sûrement, c'est un encouragement au logiciel libre. Et le gros défaut, c'est que ça n'a pas de valeur légale, ça n'a pas de valeur normative. Et un des principales raisons pour lesquelles on pousse ça dans la loi, c'est pour la loi une valeur d'impulsion. C'est un message politique fort. Quand on dit priorité, on envoie un message fort. Quand on dit encouragement, finalement, ça n'a pas de dents. Donc, c'est pas du tout le même impact. Bien sûr, et ça a été évoqué, on agit, on lutte contre les gros contrats, Open Bar Défense, le partenariat Microsoft Éducation nationale. Alors c'est pas dans une pure lobby anti-Microsoft, mais c'est lutter contre ça au-delà de tous les enjeux d'intérêt général qui sont bien sûr très importants, mais c'est aussi de faire ressortir ces débats-là, de faire ressortir ces enjeux-là, de faire la lumière et créer un appel d'air aussi.
Si on arrive, et c'est notre but, effectivement, là on est des mouvements intéressants sur l'open bar défense, sénatrice a déposé, comme on appelle ça depuis octobre dernier, une proposition pour réalisation d'une commission d'enquête. Ça a été très bien relayé dans la presse, même dans la presse britannique, sur The Register. Voilà, on a eu beaucoup de contacts et voilà, c'est donner aussi visibilité à cet enjeu-là et donc de créer, voilà, d'abattre ce contrat-là pour créer l'appel d'air qui pourrait s'en suivre, qui serait indispensable pour le libre. Et parfois, donc, on a aussi des réactions. Il y a des lois qui tombent, notamment donc pendant le projet de loi de finances 2016. Et là, on a une action, en fait, là pour le coup, vraiment de défense, qui nous permet aussi de sensibiliser pendant ce mouvement de défense sur les valeurs du libre, mais là de défense donc, là sur la question des logiciels libres de caisse. Donc pour remettre en contexte, sans rentrer dans les grandes lignes, dans les grands détails, parce que c'est vraiment un dossier très complexe pour ceux qui ont pu le suivre, projet de loi de finances 2016, donc voté en novembre ou en décembre 2015, dans une perspective de lutte contre la fraude par les logiciels de caisse. Une obligation d'utiliser des logiciels certifiés qui garantissent 4 conditions, l'inaltérabilité des données, sécurisation des données, conservation et archivage, donc 4 conditions essentielles. Et il faut utiliser des logiciels qui garantissent ça. Donc, on n'a pas de souci avec ce point de vue-là, sauf que la manière très maladroite, finalement, dans le texte c'était construit, interdisait de fait le recours au logiciel libre, parce et c'était notamment un problème de responsabilité. Si une fraude était détectée, ça pouvait remonter systématiquement vers l'éditeur initial. Donc en gros, ça imposait aux éditeurs de logiciels libres de faire des boîtes noires, donc complètement bien sûr incompatibles avec la liberté de modification et les logiciels libres. Alors c'est un éditeur de logiciels Pastèque, qui est un membre de l'April, qui est un des premiers à avoir identifié ce souci-là, ce gros danger. On a travaillé avec lui, on a discuté, on a échangé, on a réussi à avoir un rendez-vous à Bercy, dès janvier 2016, et ça a été un rendez-vous constructif pour le coup. Pour l'anecdote, un des directeurs qui était présent, je ne sais plus quelle fonction spécifique il avait, mais qui représentait donc la direction générale des impôts, il avait lu la dépêche de cet éditeur sur linuxorg.fr, il avait remonté toutes les contributions, donc vraiment il s'était intéressé réellement à ce sujet-là, et on avait des gens en face de nous qui vraiment étaient dans une optique, ok, on comprend vos problématiques, on comprend que le libre est important, qu'il y a un vrai écosystème derrière, et qui ont travaillé avec nous. Il en est ressorti dans un premier temps un projet de BOFIP, et puis BOFIP lui-même. Alors le BOFIP, c'est le bulletin officiel, des finances publiques. C'est la doctrine administrative, c'est comment l'administration entend appliquer la loi. Et ce document est extrêmement important parce qu'il est opposable à l'administration. En fait, il a valeur de loi. Dans ce BOFIP-là, d'abord dans le projet qui a été ensuite amélioré, et notamment les appels de contribution. Alors, on peut déjà relever des points positifs. Une définition à peu près plutôt cohérente du logiciel libre, basée sur les 4 libertés. Surtout la fin, en fait, ils ont mis fin à cette interdiction de fait des logiciels libres en mettant fin à un système de cette responsabilité infinie. Alors, ils ont fait ça en définissant l'éditeur. Alors, ils ont distingué, alors après, dans la pratique, ça reste flou, mais bon, c'est un premier pas dans la bonne direction, on va dire. Baser une différence entre ce qui va correspondre à des modifications triviales et des modifications non triviales, donc qui vont toucher aux 4 conditions que j'évoquais. Et l'éditeur sera le dernier à avoir fait une modification concernant ces 4 conditions-là. Donc tant que les modifications concernent des choses triviales, il n'y a pas de souci. L'attestation, la certification donnée reste valide. Par contre, si l'utilisateur touche et devient donc éditeur à une des 4 conditions, il devra soit faire certifier ou attester le logiciel. Après, le texte est très complexe. On voit alors le problème sur l'attestation. Alors, pour prendre un exemple, le problème de l'auto-attestation. C'est-à-dire que si effectivement, moi, je suis une entreprise, je suis capable de modifier pour moi-même de manière très correcte. Si je veux attester pour moi-même de la validité du truc sans avoir besoin de passer par une certification ou aller chercher une attestation ailleurs, il faut que j'ai un code NAS. Alors, c'est une nomenclature européenne qui est très précis, c'est très rigide par rapport à finalement l'intention qui est derrière. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de faire évoluer. Sur le champ d'application, alors de base, alors ça évolue heureusement, on savait pas trop. Alors on sentait que dans le texte que normalement c'était limité aux fonctionnalités d'encaissement. Les autorités certifiantes avaient l'air de dire la même chose, mais c'était pas sûr. Et donc il y avait une vraie insécurité juridique.
Là, on voit une action qui a été menée par les auto-entrepreneurs, un peu en convergence des luttes, on peut dire, qui ont saisi, alors une collectif, je crois que c'était 47 000, donc vraiment un gros truc. Ils ont saisi le ministre des Comptes publics. Le cabinet a communiqué en disant « Ok, on va restreindre le champ de l'application aux fonctionnalités d'encaissement ». Ce qui a été le cas là, dans le projet de loi de finances pour 2018, l'article 46 exprime bien, effectivement, c'est limité aux fonctionnalités d'encaissement. Donc ça aussi, c'est un pas dans la bonne direction à nouveau. Alors ce que je disais, voilà, moi nous on a fait là-dedans un travail de synthèse. Enfin, moi, on a une liste de comptabilité qui à ce moment-là a été des débats dessus pour essayer de comprendre cette loi très complexe, pour voir à peu près quels étaient les tenants et les aboutissants. Donc la liste comptabilité qui est une liste publique de mémoire. Donc moi je vous invite à la rejoindre pour apporter vos connaissances ou vous renseigner, hein, ne serait-ce que ça. Donc ça c'est un élément très important de notre action aussi. Voilà, c'est un travail collaboratif. Pendant l'été, alors ça, bon, on ne sait pas quelle valeur lui donner. Il y a une foire aux questions, donc un système de questions-réponses publié sur un site, très peu de visibilité, qui a été écrit avec les pieds, pour dire les choses simplement. On parle de l'instabilité des logiciels libres. On ne sait pas trop ça n'a pas de valeur, donc en même temps, c'est pas trop enjeu, mais c'est un peu inquiétant sur la perception de tout ça. Donc, projet de loi de finances, je me dépêche. Projet de loi de finances 2018. Alors, donc, il y a l'article 46. Nous, on n'a pas fait d'amendement spécifique là-dessus. Alors, déjà, parce qu'écrire un amendement, il faut un mot mal écrit, un amendement mal pensé, un article de la mal pensé peut avoir des effets pervers il faut anticiper tout ça. On n'était pas sûr que ce soit forcément un moyen pertinent, notamment par rapport au temps et à l'énergie que ça demande de bien penser ça. Le moyen d'action qu'on envisage peut-être le plus pertinent, ça va être on a commencé à engager pour avoir une nouvelle rencontre avec Bercy pour pouvoir un peu évoquer toutes les problématiques qui sont nombreuses et qui nous inquiètent par rapport à ça, par rapport à ce projet de loi. Et donc ça va être de faire évoluer à nouveau le BOFIP, donc ce bulletin officiel, pour mieux prendre en compte le libre. Et à terme, en fait, c'est continuer ces échanges-là et de renverser ce que la problématique, c'est qu'on reste enfermé dans un paradigme, l'informatique comme un silo privateur, en silo, en boîte noire. Et ils nous ont aménagé un espace pour le libre, qui est encore trop mal fait. Mais en fait, voilà, nous, ce qu'on veut travailler avec eux, c'est de leur faire prendre conscience qu'au contraire, le libre pour la lutte contre la fraude est un allié, la transparence est un allié, et ainsi de suite. Donc c'est toujours de renverser ces problématiques. Merci beaucoup Étienne et 4 intervenants, désolé je presse tout le monde. Merci, je vais appeler, venez Jean-Marie et Raphaël. On va donc voir le cas un peu pratique de l'intégration d'Open Bravo chez But. Est-ce que tu commences ? T'as un petit clicker. Hop. Voilà, et voilà. On va aller vite, j'ai compris. Bonjour à tous. On va faire une intervention en 2 passes. Je laisserai la plus grande partie de l'intervention à Raphaël, qui est But, et qui va un petit peu expliquer comment il a mis en œuvre la solution chez But. Moi, je voudrais juste expliquer cette norme, quel impact elle a eu sur le marché, quelle a été la réaction du marché face à la norme. La première chose, c'est qu'on a fait un salon qui était début septembre, qui est le salon Paris Retail Week, qui est la grande messe en fait du retail en France, où il y a tous les exposants qui vendent des solutions d'encaissement. Et en fait, tout le salon était focalisé sur la norme. La question, c'était plus de savoir est-ce que le logiciel fait ou ne fait pas quelque chose, c'était est-ce que vous êtes certifié ou est-ce que vous n'êtes pas certifié. Les utilisateurs n'avaient que cette problématique, notamment dans les grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a les comptables qui sont derrière, les directions financières, les auditeurs qui disent il faut pouvoir faire ça. Et derrière, la deuxième question qui venait, c'était mais comment un logiciel open source peut être et répondre à une norme? On nous a dit mais n'importe qui bidouille le code, l'open source communautaire c'est pas possible, comment on va être capable de certifier? Donc il a fallu un petit peu repartir en expliquant ce que c'était. Et derrière, une déferlante sur le web, des articles, la fin de l'open source, la mort de l'open source, la loi tue le libre, enfin pas forcément des articles contre l'open source, mais qui voulaient essayer de le défendre, mais qui étaient extrêmement maladroits et qui ont fait une communication extrêmement néfaste. À côté de ça, et c'était de bonne guerre de le faire, un marketing des éditeurs propriétaires qui disait les solutions open source, n'y allez pas, regardez, nous le code il est fermé, donc on peut vous le certifier. Très bonne guerre, très bon argument, et il a fallu se battre contre ça. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a une loi qui a été pondue, qu'il y a un minimum de 30% du marché qui est équipé d'un logiciel qui ne pourra pas être certifié dans tous les cas.
Est-ce que c'est un système qui va favoriser les grands acteurs du marché? Il faut savoir que le coût d'une certification, c'est 30 000 €, avant que LNE soit aussi organisme certificateur quand il n'y avait que l'AFNOR. Ça, c'est le coût direct. Le coût indirect pour se mettre en conformité à la norme, difficilement chiffrable, puisque ça va dépendre de chaque logiciel. Après, la loi dit certification ou certificat éditeur. Possibilité de faire les deux. Maintenant, le marché a réagi d'une manière claire, c'est certificat. Si vous avez un certificat de l'éditeur, ça sera de manière temporaire. La volonté, c'est d'avoir un certificat d'un organisme accréditeur. Pourquoi? C'est de dire, en cas de contrôle, si on a un certificat de l'éditeur, on est sûr qu'on va aller très loin dans le contrôle. Si on a une certification, on pense qu'on va passer au travers. Personne ne l'a dit, je donne juste le montant de l'amende qui est par système d'encaissement non conforme, c'est 7 500 € par TPE et par mois, avec une mise en demeure de 30 jours pour être mis en conformité. Donc, quand on s'appelle but qu'on a à peu près 4 500 postes de travail, c'est une vraie problématique, parce que ça représente une somme importante. Il faut savoir qu'il existe d'autres systèmes dans le monde. Le premier qui a mis en place quelque chose pour lutter contre la TVA, c'était l'Italie avec les imprimantes fiscales. Le principe, c'est quoi? C'est pas de fermer le logiciel ou d'empêcher quoi que ce soit dans le logiciel, c'est de mettre des bandes traçantes de tous les tickets qui sont imprimés. Maintenant, il faut bien sûr imprimer un ticket, mais ça, c'est un autre débat. La loi antifraude, elle ne cerne bien évidemment que ceux qui sont équipés de logiciels de caisse. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas équipés peuvent continuer à frauder comme ils veulent. Il n'y a aucune obligation de s'équiper. Donc aujourd'hui, si vous faites de l'encaissement manuel, à un moment donné, frauder, continuer à frauder, il n'y a aucun problème. Bon, pourquoi pas? C'est une manière de voir la loi, je ne sais pas. Enfin, j'ai eu l'impression, moi qui ai un peu arrêté, parce que pour diverses raisons, d'être militant dans l'open source, je me suis rendu compte que là, avec cette loi, en fait, on revenait, comme quand j'ai commencé en 2005 à être dans l'open source, c'est qu'on repartait dans une vraie guerre et dans un vrai combat. C'est-à-dire qu'on revenait aux prémices de l'open source où il fallait réexpliquer les modèles, réexpliquer toutes ces règles-là. Je crois que c'est quelque chose d'assez important. La nécessité pour un intégrateur, puisque moi je suis intégrateur, je ne suis pas éditeur, l'éditeur est un éditeur espagnol, donc la problématique pour lui, c'est déjà de comprendre la loi en France, puisque c'est lui qui va faire certifier son logiciel, c'est qu'à chaque fois que je vais faire des modifications, l'importance du travail de l'April, qui a réussi à faire passer la notion de modification triviale. Ça semble trivial à dire, mais c'est très important pour nous, parce que souvent, on fait des modifications à la périphérie, jamais au cœur du système qui établit le ticket. On fait des formats de tickets, mais c'est vraiment des modifications mineures. Donc, c'était important. Par contre, je vais être obligé, quand je touche au code, de faire une attestation en supplément de l'attestation éditeur ou de la certification éditeur. Méfiance des clients sur la notion de module partenaire, c'est-à-dire, bon, principe de contribution de l'open source. OpenBravo a mis un modèle, en fait un éco-modèle où les partenaires déposent des modules et ces modules peuvent être utilisés par les autres partenaires. Aujourd'hui, tous mes clients me disent, oui, mais les modules, ils sont développés au Mexique, n'importe où, ils ne seront pas certifiés. Non, on va être obligé de vous fournir une attestation. Pour nous, c'est un travail d'aller voir le code et de dire, oui, on peut le certifier ou non, il ne remet pas en cause ces informations-là. Enfin, et ça c'est, je crois, peut-être un point extrêmement important, on a vu une perte de motivation et parfois très forte pour les clients de réinternaliser une solution. C'est-à-dire que souvent, pour nous, quand on installe un système, le client veut, à terme, récupérer une partie pour pouvoir faire ses propres développements. Aujourd'hui, il nous dit c'est fini, on ne voudra pas le faire puisqu'on ne peut pas être auto-certificateur. Et ça, c'est une vraie problématique. En fait, je voudrais terminer là-dessus. Dans un premier temps, ça concernait aussi les logiciels de gestion commerciale et comptable. Et on va se poser la même question en 2019, parce qu'au 1er janvier 2019, c'est aussi les logiciels comptables et gestion commerciale. Donc le débat va être encore plus grand. On a fait une loi pour quelque chose qui représente entre 15 et 20% des encaissements. Ça ne touche que les encaissements espèces. On ne peut pas frauder sur de la carte bleue, on ne peut pas frauder sur du chèque. C'est vraiment que pour 15 à 20% des paiements. Et là, je parle d'une moyenne. Dans les grandes enseignes, c'est encore plus bas. Je rappelle qu'il y a eu une loi, même si elle est moins connue, l'existence de la loi anti-blanchiment, qui interdisait de faire des paiements en espèces supérieurs à 1 000 €. Elle est rentrée en vigueur il y a 3 ans quand même. On n'a eu aucun retour sur effectivement quel a été l'impact de cette loi.
2, je ne sais même plus si quelqu'un la respecte. Je ne sais pas, c'est difficile à voir. Donc toi tu la respectes parce que c'est moi qui ai fait le logiciel, mais sinon tu la respecterais pas. Et enfin, je voudrais rappeler qu'on a fait une loi, alors que la loi prévoit déjà, pour tout intégrateur ou éditeur, qui fournit un logiciel à un tiers qui ne respecte pas la loi, relève du pénal. Donc, en gros, on nous demande de certifier des logiciels alors qu'on a déjà une responsabilité pénale si on ne respecte pas la loi. C'est-à-dire, le fait de fournir un logiciel de caisse qui permet de supprimer des tickets et de renuméroter les tickets est déjà puni par du pénal. C'est-à-dire, c'est prison directe. Voilà. Donc, à un moment donné, et ça c'est un dernier avis, j'ai l'impression qu'on fait retomber sur les éditeurs et les intégrateurs une loi parce qu'on ne sait pas contrôler à un moment donné la fraude à la TVA. Et un dernier point, si je permets, la fraude à la TVA, elle se fait aussi d'autres manières, et ça, c'est pas abordé dans la loi, mais je pense qu'on va l'avoir. C'est les systèmes qui permettent de produire les factures, c'est-à-dire vous faites un ticket, vous donnez pas votre nom, vous allez devant une borne, vous donnez votre nom, vous faites la facture. Pour moi, la fraude à la TVA, elle est là. Hein. Je ramasse un ticket par terre qui a été payé en espèces, je suis entrepreneur, je le mets devant, je mets le nom de mon entreprise et j'ai fraudé à la TVA. Je récupère la TVA, j'ai rien payé, et c'est de l'espèce et je sors du black. Voilà. Merci. Bonjour. Alors, je vais me présenter pendant que qu'on va lancer la vidéo, enfin la vidéo, pas du tout, les présentations, les slides. Donc moi je suis Raphaël Chiriot, je travaille chez But depuis 2014. Je suis responsable du département projet, enfin support projet, support métier, en gros de la MOA. Sur toutes les parties donc exploitation, donc les magasins, la partie CRM et la partie digitale cross-canal web. D'accord. Donc voilà en gros les sujets sur lesquels je travaille. Donc moi je suis venu plutôt pour vous parler pourquoi But est arrivé avec une solution d'encaissement open source. Donc pour faire un petit retour sur l'historique, jusqu'à 2008 en fait on était sur une solution internalisée. C'est-à-dire que But travaillait avec une solution complètement gérée en interne, qui s'appelle Nausicaa. En 2008, il a été lancé un chantier pour étudier l'outil qu'on avait, était vraiment très lourd et un peu vieillissant. Et on voulait avoir une solution un peu plus, entre guillemets, fun, un peu plus sympa pour les hôtesses de caisse, pour encaisser et puis passer par tous les systèmes où il fallait tout taper à la main. Donc il y a eu une étude qui a été faite et donc avec une volonté d'un système plus rapide, plus fiable, une intégration du SI existant. Donc par contre ça c'était obligatoire, il fallait que l'outil parle avec Nausicaa puisque c'est lui qui restait le maître de toutes les données et de tout ce qui se passait. Donc voilà, il y a eu plusieurs études qui ont été faites et la solution qui a été choisie c'était OpenBravo JavaPOS. Donc ce qu'on appelle chez nous Monea, c'est l'ancien système d'OpenBravo. Donc le choix qui a été fait, c'était pas forcément, on s'est pas dit super, on va se mettre dans l'open source. Non, on a vu plusieurs éditeurs et la solution qui a été retenue, c'est celle-là parce que c'est celle qui répondait le plus et le plus rapidement à ce qu'on avait besoin. Donc voilà. Donc en 2009, on a déployé la solution encaissement, c'est-à-dire juste pour les hôtesses de caisse, d'accord. C'était difficile hein, au début, on a eu des moments un peu durs. Et en 2010, on est passé à la solution complète, c'est-à-dire et la création de la vente et la création et l'encaissement ensuite. Donc ça, c'est les étapes qui ont lancé le projet. Ensuite est arrivé notre nouveau DSI qui a défini la transformation du SI, sa vision sur les 3-4 prochaines années. On est quasiment à la fin, donc ça fait déjà 4 ans qu'il est là. Donc en fait, on est parti d'un système où aujourd'hui on était complètement cloisonné, c'est-à-dire que chaque magasin était une entité avec ses propres serveurs et travaillait en autonomie, aucune connexion entre les magasins, bon, voilà. Tout en silo. Donc le travail qui a été fait d'abord, c'est la mise en place d'un socle. C'est-à-dire qu'on a remonté toutes les informations, on a tout centralisé. Enfin, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un socle. Mais donc on a centralisé l'information. Ensuite, on a mis en place un bus d'échange. Donc on a fait on a changé toute l'infrastructure en fait au niveau centralisé, enfin
Au niveau central, on a créé un RCU, c'est-à-dire un référentiel client unique, pour centraliser nos clients, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tous nos magasins qui travaillent encore sur Monea sont incapables de connaître le client du magasin d'à côté. Donc c'est quand même assez fou. Au jour où on parle de cross-canal, de tout ça. Donc nous, on a quand même cette vision-là aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Et après, une fois qu'on a échangé sur tout ça, on a décidé de mettre un outil plus performant, plus adapté à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une vision digitale, une vision client et une vision cross-canal, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc là a commencé un POC, différents tests avec différents éditeurs, et on est revenu voir Fidias et Open Bravo en leur disant ben voilà ce qu'on recherche, voilà ce qu'on voudrait, et effectivement ils nous ont présenté leur nouvelle solution qui est WebPOS, et qui répondait vraiment aux attentes qu'on avait. Et donc du coup, on a lancé un POC et un test avec eux. On avait deux contraintes. Il faut que j'accélère, c'est ça? Je vais le faire plus vite alors. On avait deux contraintes. Bon, on avait une grosse contrainte qui était dans la réflexion, c'est pour changer le logiciel. On a un gros problème pas sur le prix, hein, on a des prix qui sont justes, mais on a des problèmes pour centraliser les prix, historiser chaque changement de prix, pour mettre de la promotion plus rapide en magasin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on est tout en batch, bah, chaque fois qu'on veut faire un changement, il faut attendre le lendemain, donc c'est compliqué, on peut pas être réactif, on peut pas faire un happy hour à 15h, on se dit à 16h, on va faire une promotion de 16 à 18, donc c'est toute cette réflexion qui a ouvert l'échange. Et ensuite, je le fais très vite. Ensuite, on a fait une comparaison entre ce qu'on a sur aujourd'hui notre solution et la solution future. Monea, c'est sur une technologie qui était peu évolutive. On a 80% des fonctionnalités de Monea qui ont été développées pour but. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment un outil adapté à but et qui est compliqué à maintenir. Le coût était un peu important. Et surtout, on avait un coût énorme de serveurs en magasin, puisque deux serveurs par magasin, c'est assez long, enfin c'est assez lourd. Donc du coup, on est passé à une solution plus modulable, open source. Donc du coup, dans les standards du marché, on a fait tout le projet en n'ayant qu'une idée, qu'une vision, c'est rester dans le pas de spécifique. On reste dans l'outil propre. J'ai perdu le terme. Et donc on ne fait pas d'évolution spécifique à but. On reste toujours dans l'outil, dans le standard. Qu'est-ce qu'on a mis en place aussi? Un partenariat avec Open Bravo sur 8 ans, Open Bravo et Fidias, pardon, sur 8 ans, pour que toutes les évolutions qu'on va mettre en place restent dans le standard de l'outil. Donc voilà, qu'on échange ensemble, on adapte les fonctionnalités de but de temps en temps, régulièrement, les process but par rapport à l'outil, parce que des fois on n'est pas exactement dans le process de but, et plutôt que de dire on va changer l'outil, on change les process internes de l'entreprise pour s'adapter et rester dans le standard de l'outil. Ce qu'on veut vraiment, c'est ne pas avoir de spécifique et se retrouver après dans un outil où on doit le maintenir nous-mêmes. C'est pas du tout l'objectif qu'on a eu. Et pour revenir en vitesse sur la norme NF 525, de mon point de vue, aujourd'hui, si on nous avait dit cette norme, elle est arrivée avant qu'on ait choisi Open Bravo, je pense qu'en interne, on aurait eu des freins au niveau de la finance, puisque aujourd'hui, je pense qu'on reçoit un mail tous les mois qui nous dit « j'ai toujours pas la certification, il faut urgence la certification ». Aujourd'hui, ils sont très inquiets là-dessus en se disant c'est de l'open source, comment vous allez faire? Notre DSI avec Fidias ont pas mal échangé, on a décidé de prendre une solution avec LNE, c'est ça? Donc de certifier et par l'éditeur et par LNE pour qu'on ait la certification sur cet outil. Voilà. Merci beaucoup Raphaël, merci Jean-Marie, merci à tous. On vous a un petit peu restreint, mais montez vite boire un café et on enchaînera derrière du coup avec. Et surtout n'hésitez pas, voilà, sur les pauses un peu plus longues, vous restez jusqu'à au moins midi pour vous poser des petites questions. Bon, merci à tous et à tout de suite pour parler IoT avec OpenShift.